Vous avez eu donc, pour ceux qui étaient là, la présentation par l'équipe de Futurible des messages clés du rapport Vigie 2026 et également donc les résultats de l'enquête prospective qu'on vous avait soumise. Donc, vous avez vu dans ce panorama que les grandes transformations, les grandes tendances lourdes qu'on peut identifier à 2050, elles ne nous dessinent pas finalement un long fleuve tranquille, mais au contraire, elles sont porteuses de très profonds bouleversements. Donc, par rapport à ces bouleversements, la question qui vient tout de suite après pour un prospectiviste, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, comment est-ce qu'on fait pour préparer nos organisations à ces grandes transformations, à ces grands bouleversements? Il ne s'agit pas juste d'observer le paysage du monde en se disant tout va changer, oulala, mais bien de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comment on peut se saisir de ces transformations pour pouvoir y être un peu mieux préparé que si jamais on n'avait pas fait ce travail justement d'anticipation et de prospective. Donc la question qui vient maintenant, c'est justement, est-ce que face à ce paysage en profonde transformation, est-ce que les instruments dont nous disposons aujourd'hui dans nos organisations, c'est-à-dire dans nos entreprises, dans nos administrations publiques, dans nos associations, sont adaptés pour pouvoir se saisir de ces bouleversements? Est-ce que, compte tenu des changements assez majeurs qu'ils nous dessinent, on a besoin un peu de changer de braquet, d'avoir des instruments ou des modalités d'action qui sont un petit peu différentes, qui sont un peu revues et qui nous permettent donc de mieux appréhender ces enjeux du futur. Voilà. Donc pour répondre à cette question, alors cette question, on ne va pas y répondre de manière globale et définitive, mais on a choisi de proposer à 3 personnes de nous proposer 3 éclairages sur cette question-là, donc des coups de projecteur qui ne vont pas épuiser la question, mais qui permettront quand même de pouvoir l'aborder de manière un petit peu concrète. Donc on va avoir 3 intervenantes qui vont se succéder et qui, pendant un quart d'heure, 20 minutes, vont nous présenter donc leurs approches sur 3 sujets différents. Donc on aura d'abord une première intervention qui sera une intervention de Cécile Wendling, qui est consultante en prospective et conférencière, notamment à travers la structure qu'elle a montée qui s'appelle Panoramique. J'y reviendrai tout à l'heure de manière un peu plus précise, et qui viendra nous présenter donc ces éclairages sur la transformation du paysage des risques. Comment est-ce qu'on aborde les risques aujourd'hui? Est-ce que c'est adapté par rapport aux grandes transformations de demain? Après, nous aurons donc une intervention de Céline Kaufmann, qui est directrice des programmes à l'IDRI. Donc l'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et Céline, elle, fera une focale donc, sur les problématiques environnementales. Est-ce que la façon dont on aborde aujourd'hui les enjeux environnementaux, comment est-ce que les jeux d'acteurs qui permettent de se saisir de la question environnementale sont adaptés par rapport à l'ampleur des défis qu'on a pu voir tout à l'heure et que vous connaissez. Et puis, nous aurons enfin une intervention donc, de Florence Gaube, qui est directrice de recherche au Collège de défense de l'OTAN et qui, elle, viendra nous parler de gouvernance mondiale. On a vu aussi pendant les différentes présentations qu'il y avait un gros enjeu autour de cette question de la gouvernance mondiale sur des sujets qui peuvent mériter justement une approche assez globale, alors même qu'on a un émiettement aussi des jeux d'acteurs. Et donc Florence viendra nous donner aussi sa vision sur cette question-là. Voilà. Alors, on va fonctionner avec aussi un petit moment en clôture de table ronde qui permettra aussi à nos 3 intervenants de réagir sur ce que les unes ou les autres auront pu dire. Et puis par ailleurs, car nous ne sommes pas totalement rétifs au fait que vous interveniez pendant ce forum, nous avons également lancé donc, un dispositif WooClap, donc vous pouvez y accéder par ici, donc en scannant le QR code que vous avez là, ou en y accédant par le site WooClap et avec le code FUTUR26, FUTUR au singulier, 26, et donc qui vous permet donc de réagir ou de poser les questions que vous souhaitez pendant les interventions. Et puis donc nous avons des collègues de Futurible qui vont regarder tout ça. On ne prendra pas toutes vos questions, toutes vos réactions, mais on sélectionnera quelques questions en fonction du temps que les intervenantes nous laisseront pour les prendre. Pour la fin, voilà un petit peu de pression, pour pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Cécile Wendling, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Donc je t'ai présenté rapidement tout à l'heure, mais je complète peut-être en disant qu'en fait, tu as toujours travaillé à la fois sur la prospective et sur les risques, puisque sur les risques, tu travailles aussi au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, et tu
travailles sur cette question des risques notamment. Tu as travaillé à Futurib pendant un moment, tu as ensuite pris la direction de la prospective, notamment chez AXA, et puis ensuite tu t'es occupé des questions de sécurité de manière plus large, donc chez AXA pendant un certain nombre d'années, donc chez un assureur, donc tu as cette fibre à la fois entreprise, risque et prospective qui est ancrée au corps. Et puis, depuis, tu travailles de manière indépendante à travers ton cabinet que tu as créé, qui s'appelle Panoramique, et tu prépares un ouvrage, on a le droit de le dire ou pas ? Voilà. Et tu prépares un ouvrage qui sortira, tu vas nous le dire rapidement, en janvier prochain sur les questions de prospective. Voilà. Donc la question qui se pose, la question que je t'ai posée ou qu'on t'a posée, c'est de dire, bon, effectivement, par rapport aux grandes transformations qui viennent, souvent dans les organisations, elles sont prises, ces transformations du futur, sous deux angles, les opportunités et les risques. Mais est-ce que la façon dont on aborde notamment cette question des risques, elle est adaptée par rapport aux enjeux de demain, ou bien est-ce qu'il y a un certain nombre, il faut réviser un peu nos concepts, nos approches, nos outils sur cette question-là. Voilà. Merci François. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc parler avant tout de comment on réagit, comment les organisations, les entreprises réagissent avec cet angle risque. Et je voulais commencer par dire que traditionnellement, quand on est dans une entreprise, on parle de risque opérationnel. Donc ça veut dire qu'on va prendre un projet, un chantier, la mise en place d'un nouveau parfum, voilà. Et on va regarder, surtout en faisant remonter du terrain, quels sont les différents risques opérationnels liés au projet. Tous ces risques, au final, projet par projet, remontent et on a généralement une direction des risques qui va faire une vision, une cartographie de ces risques. Et petit à petit, ces risques ont aussi été mieux partagés en externe, dans ce qu'on appelle les rapports intégrés des entreprises, les matrices de double matérialité, parce que la réglementation a demandé aux entreprises d'être aussi beaucoup plus transparentes sur ces risques. Mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait les risques qu'on connaissait, donc ces fameux risques opérationnels, mais on a vu apparaître une nouvelle catégorie qui était plutôt les risques émergents. Donc les risques émergents, c'est de se dire, je ne sais pas, au moment où il y a eu les premiers deepfakes de PDG ou d'autres personnes leaders de ce monde, de se dire, ben, finalement, ça, est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui on ne le remonte pas du tout dans nos risques opérationnels, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait déstabiliser notre cours de bourse ou bien rendre compliqué la signature d'un gros contrat et à quel point ça peut être manipulé contre nous. Et puis encore après, on a vu apparaître, après risque opérationnel, risque émergent, le concept de risque existentiel. Donc ça, c'est un concept qui est surtout venu d'un monde anglo-saxon, surtout venu par l'angle de l'intelligence artificielle, et notamment l'idée de ce possible shift vers une intelligence artificielle générale. Mais on l'a également vu avec des tempêtes solaires et autres comètes, on l'a vu avec des pandémies, l'histoire du permafrost et le retour de certains dangers plus sanitaires. Et tout ça, aujourd'hui, c'était intéressant parce que ce vocabulaire des risques existentiels, il a donné lieu à des centres de recherche, donc des centres de recherche dédiés à ces risques. Et ça permet aussi, en mettant le spot et en mettant ça sous le réverbère, de peut-être aller moins creuser certains risques opérationnels ou émergents. Et donc de se dire, laissez-nous tout faire aujourd'hui, et nous, on s'occupe évidemment, on a la longue vue, on est en haut du phare, et on vous dit qu'aujourd'hui ça va, et c'est encore plus loin qu'il y a les vrais risques. Voilà. C'est aussi renforcé par beaucoup de fictions. Il y a eu un très grand nombre de fictions dystopiques qui sont sorties. Derrière ça, quand on parle avec des COMEX, on a beaucoup eu de discussions qui étaient avant tout sur l'acceptabilité du risque. Donc, j'ai fait mes risques opérationnels, j'ai cette vision, est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'y vais ? Et si j'y vais pas, ok, on le rend transparent, on sait pourquoi on n'y va pas. Et ça, c'est difficile aussi, de décider de ne pas y aller. C'est souvent les décisions les plus difficiles. Et puis, si jamais j'y vais et que le risque est trop élevé, quelles sont mes solutions ? J'y reviendrai après, mais il y a eu évidemment ces dernières années un gros débat en disant les assureurs, vous n'êtes plus trop là, on arrive à la limite de l'assurabilité, nous on a des gros risques climatiques sur nos activités, et pourquoi vous ne pouvez pas nous aider ? Je ne vais pas développer cette question de la limite de l'assurabilité. J'ai trouvé très intéressante le rapport du haut-commissaire à la prospective qui a expliqué qu'il y avait 3 scénarios possibles, dont un qui serait la naissance d'une sécurité sociale du climat en France. Donc finalement, il y a des nouveaux risques qu'on doit partager. Et on a partagé des risques liés à la protection sociale. Est-ce que demain, finalement, peut-être certains de ces risques, vraiment c'est des hypothèses, seraient plus portés par des acteurs privés, mais d'autres qui aujourd'hui étaient
plutôt chez le privé pour aller chez le public. Tout ça pour dire qu'on a l'arrivée d'écosystèmes de risques et des partenariats publics-privés qui seraient la seule solution pour aborder nos grands risques de demain. Ça, évidemment, c'est la vision européenne et pas la vision risque existentiel de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, si je reviens en un mot sur cet écosystème de risque, il existe aussi d'une façon très micro. Ce n'est pas uniquement des grandes discussions. Et j'aime bien cet exemple, sans citer de nom, qui est dans le sud de la France, d'un endroit où il y avait vraiment un problème d'eau. Et le public et le privé sont mis autour de la table en disant « Ok, les agriculteurs, vous avez besoin d'eau, la piscine municipale et les campings, vous avez besoin d'eau, vous, grands tanneurs de sacs, sans citer de nom, avez besoin d'eau, et les chantiers ont besoin d'eau, etc. » Et donc, en fait, qu'est-ce que ça importe de faire ça ? C'est de se rendre compte que le besoin d'eau, pour certains, il était vraiment spécifiquement l'été, mais pour d'autres, on peut tanner des sacs plus en hiver, par exemple. Donc, en fait, avoir une discussion vraiment locale du risque hydrique change la façon dont on peut innover pour le gérer. Ça étant dit, donc j'ai bien expliqué que l'échelle internationale est déjà segmentée. Il y a une segmentation entre l'international et le local, avec des outils qui ne sont pas les mêmes. Je voudrais aussi dire, parce que moi je travaille avec des entreprises, que risque et risque, ce n'est pas la même chose d'un secteur à un autre. Donc aujourd'hui, on va dire que si je parle à des énergéticiens, voilà, ils sont vraiment dans la peur d'interruptions, de câbles, de tuyaux, etc., qu'on peut manipuler. Et la question des biens et des services essentiels et comment ils peuvent être attaqués dans une guerre hybride, je vais plus en entendre parler que si je travaille pour des financiers. Banque, assurance. Eux, ils vont plus être sur les risques qu'on appelle de lawfare. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser des sanctions, des réglementations, voilà, et plein d'autres outils juridiques pour contraindre certains acteurs. Quand je parle plutôt avec de la pharmacie, là, on va plutôt parler supply chain, parce qu'évidemment, elles ont été très marquées par le Covid et les interruptions. Donc, elles vont essayer d'avoir des stratégies de supply chain différentes. Et quand je parle à des acteurs de tech, sans vouloir être trop caricatural, ils sont très inquiets des questions de fragmentation. Eux, les acteurs de la tech, ils ont des modèles plutôt globaux, et donc ils essayent de travailler là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas d'être exhaustif, c'est de vous dire que ça change aussi, évidemment, en fonction du secteur d'activité. Ça change aussi, on va dire, où est le siège social de l'entreprise, qui sont les actionnaires derrière, quelle est la nationalité dominante au COMEX, enfin, des choses qui sont vraiment plus sur les personnes et les organes de direction, puisque plus on est en Europe, je trouve, plus les discussions sont sur la dette, l'inflation, la récession, avec une vraie peur des années à venir, et en France, en plus, l'incertitude de l'élection présidentielle. Plus on est, par exemple, à parler avec, je ne sais pas, des Indiens, des Marocains, plus on est sur les logiques de reconfiguration des équilibres géopolitiques. Voilà, donc en fait, troisième critère très différenciant, c'est également ça. Alors après cette introduction, je voulais revenir justement sur les postures. Qu'est-ce qu'on peut faire comme posture face à ce risque ? Et ce qui m'intéresse justement beaucoup en ce moment dans l'écriture de mon livre, c'est que je me rends compte que les gens que j'interviewe ont un jeu de postures assez restreint quand on leur montre un panorama de risque. Alors, vous n'allez pas être étonnés, j'ai déjà évoqué l'assurabilité, l'agilité. Certains me disent on va être très agile et ça tombe bien parce qu'on a ces méthodes agiles dans le développement de nos IA, etc. Il y a eu beaucoup de littérature à une époque sur l'agilité. Ensuite est arrivée la résilience, avec les travaux comme Arthur Keller, etc. Donc une résilience qu'on peut voir psychologique, qu'on peut voir technologique, organisationnelle, en disant on fait des plans de continuité d'activité et on sait rebondir. C'est-à-dire on va avoir un choc, et d'ailleurs on fait des stress tests dans notre entreprise, et on sait que face à ce choc, on peut remonter. Puis j'ai eu la posture de la robustesse d'Olivier Amand, extrêmement intéressante. Par rapport à la résilience, la différence, c'est que j'accepte un trade-off. Je suis moins performant aujourd'hui. J'ai moins de chiffres et de résultats à court terme parce que je vais mieux tenir dans le long terme. Quand je vous parlais des supply chains dans la pharmacie, c'est ça. Si vous avez 3 supply chains au lieu d'une, et si vous êtes moins en lean management pour avoir des buffers, des interruptions, des petits tampons, évidemment, ça vous coûte plus cher. Et puis la dernière posture que je vois vraiment partout, c'est évidemment l'adaptation au changement climatique. Et on a vu des COMEX qui sont passés d'une logique d'atténuation, comment je peux atténuer tout ce qui est net zéro, etc., à comment je suis dans une logique d'adaptation.
Un peu comme la mairie de Paris qui dit Paris 2050, 50 degrés. Ça veut dire quoi pour les gens qui travaillent dans les jardins, les policiers municipaux et puis plein d'autres acteurs de ma ville. Voilà, donc ça, je dirais que c'est des grandes postures que l'on retrouve, qui sont extrêmement partagées et auxquelles je crois. L'objectif n'est pas pour moi de les dénigrer, au contraire, elles sont formidables. Mais ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'avoir une vision panoramique sur les postures et de voir lesquelles, finalement, on évoquait soit avant, soit qu'on évoque d'une façon marginale dans certaines entreprises, mais qui pourraient être utiles de faire remonter. Donc la première, c'est la flexibilité. En fait, j'ai lu des livres d'il y a 20 ans, 30 ans, parce que évidemment, le temps long, c'est pas qu'en avant, c'est aussi en arrière. Et on parlait beaucoup de flexibilité, quelque chose qu'on voit très peu aujourd'hui. Et en fait, la flexibilité, ça passait par de la polyvalence. Et la polyvalence, ça veut dire quoi? C'est d'avoir des gens dans des équipes qui sont capables de faire plein de choses très différentes, de passer d'un sujet à un autre et de voir des liens entre des sujets. Et finalement, aujourd'hui, cette question de la polyvalence, quand je parle à des DRH, je la vois pratiquement nulle part. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Pourquoi, finalement, la posture de flexibilité, qui était très renseignée à une époque, aujourd'hui, est moins là? Une autre posture que j'ai trouvée moins là, en tout cas dans, on va dire, 90% des cas, et je reviendrai sur ceux où elle est encore là, c'est la posture de la précaution. La posture de la précaution, on l'a eu à une époque avec le principe de précaution, le fait qu'on n'allait pas faire n'importe quoi avec des OGM, on ne va pas les mettre directement dans les champs. Après, tout un discours en disant la précaution va empêcher l'innovation, donc il faut casser ça. Et aujourd'hui, je vois peu de discussions de précaution, sauf dans certains endroits qui essayent d'essaimer ça. Donc, par exemple, au Pays de Galles, ils ont mis en place déjà il y a 10 ans un cadre juridique, des lois, sur la prise en compte des générations futures. Et vous ne pouvez pas passer une politique publique, par exemple, sans avoir eu recours à ce test. Et en mars dernier, il y a eu des réunions au niveau du Royaume-Uni pour dire finalement, est-ce que cette prise en compte des générations futures légale, juridique, pourrait pas également rentrer carrément au niveau du Royaume-Uni? Donc ça, je trouve intéressant. On ne parle pas de précaution, mais on parle de prise en compte des générations futures. Je trouve aussi intéressant que des gens qui disent, ben voilà, on pourrait, de même qu'on pourrait donner une personnalité juridique à une rivière, on pourrait faire ce travail de donner voix à ces générations futures et qui travaillent sur comment le faire. Donc ça va d'IA qui peuvent être des agents IA qui peuvent faire ça, mais ça va aussi avec engager des discussions collectives, communautaires sur cette perspective. Autre posture que je vois peu, sauf chez les militaires et elle est très codifiée, c'est la dissuasion. Finalement, donc, en France, on connaît bien le principe de dissuasion nucléaire. On voit aussi que cette question de la dissuasion est en train de changer dans les débats européens. Donc je trouve extrêmement intéressant de voir qui on dissuade et quel est le cercle des dissuadeurs. Je pense que c'est une posture qu'il faut qu'on continue d'approfondir. Et c'est une question qui est posée également quand je parle de risques cyber. Parce que, en fait, les risques cyber, c'est un peu comme un cambrioleur sur un palier. Il va regarder la porte la plus facile à briser. Et donc, il va plutôt, c'est plutôt des niveaux comparés. Et donc, finalement, est-ce que vous pourriez dissuader des attaquants en étant un petit peu plus sécurisés que eux, parce qu'il faut un peu plus d'efforts pour le faire? Il y a aussi la question de la dissuasion de rentrer, évidemment, sur certains marchés, sur certains produits. Autre posture que je trouve intéressante, qu'on voit beaucoup plus maintenant, et aussi chez les militaires, c'est ce qu'ils appellent readiness. Donc, c'est combien de minutes ou combien d'heures il me faut pour être de nouveau opérationnel. C'est une posture que je vois aussi revenir, comme dans les travaux de Haroun sur la temporalité à l'époque de l'IA, c'est-à-dire, il parle du temps des machines. Combien de temps il faut pour réparer une machine et la remettre opérationnelle? Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être certains éléments, certains maillons d'une chaîne de valeur ou de notre économie où on a besoin que ce soit de la minute ou de l'heure. Je vous renvoie à ce qui s'est passé en Espagne et l'interruption d'électricité et les impacts que ça a pu avoir sur plein de systèmes. Et peut-être certains systèmes étaient plus critiques que d'autres. Donc cette readiness, et en fait, c'est extrêmement compliqué parce que ça demande de naviguer des horizons temporels différents. Or, généralement, on a peu cette approche par le temps. C'est quoi le temps de la décision, le temps de l'innovation, le temps de la recherche, mais aussi le temps de la réponse, le temps de la préparation, etc. Donc la readiness. La provision, alors ça, je ne sais pas s'il y a des comptables dans la salle, mais les comptables font de la provision, en disant, voilà, si on a une créance douteuse, si quelqu'un ne nous paie pas, mais c'est quoi nos provisions? Et je trouve intéressant le rôle des directeurs financiers dans la prise en compte du temps long. Il y a encore quelques temps, on disait, le financier, c'est le court terme, il veut faire plus de profit, etc. Aujourd'hui, les financiers achètent du temps long par du temps court et ont une vision assez différente, finalement, de leur rôle dans l'entreprise. Et enfin, une autre posture que je voulais souligner et qui est pratiquement tout le temps oubliée, c'est la maintenance.
En fait, c'est comme si, parce qu'on a acheté une nouvelle machine, parce qu'on a mis en place une nouvelle équipe, etc., c'est bon. Mais en fait, non, c'est pas bon. Il y a un coût pour entretenir, pour garder opérationnel. Il y a un coût pour continuer de former les collaborateurs pour qu'ils soient toujours au top de la dernière innovation, même IA, de leur domaine. Et ça, c'est marrant parce que c'est ce que j'appelle vraiment les angles morts, les zones grises. Je vois rarement des documents de décision où je vois ce chiffrage-là. Et on le voit notamment, même en France, sur des gros sujets comme les centrales nucléaires. Est-ce qu'elles sont vraiment dimensionnées pour 40 ans? C'est quoi faire de la maintenance pour les prolonger? Donc la question du pouvoir du temps long, pour moi, passe par un jeu de posture. Et pour moi, il faut d'une part élargir les options, pas se dire juste j'ai 5 options possibles de posture comme entreprise. Non, j'en ai plein d'autres. Donc première chose, élargir les postures, les options possibles de posture. 2, elles se combinent. Et donc une fois qu'on en voit plus, on peut les combiner. Et donc on peut avoir des logiques de transfert de risque, de partage de risque, de dérisquisation, voilà. Et troisième chose, on peut aussi, en toute conscience, dire dans mon organisation, quel que soit le sujet, je veux renforcer tel type de posture. Parce que d'une posture à l'autre, ce n'est pas les mêmes façons de penser, ce n'est pas les indicateurs les mêmes, quantitatifs, qualitatifs, etc. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi je crois qu'il y a des tas de possibles face à ce qui a été présenté. Je pense que c'est notre responsabilité d'ouvrir les possibles, de mieux conscientiser ceux qu'on a survalorisés, sous-valorisés, et de reconnaître qu'il n'y aura pas une solution magique. Mais il faut revenir à ce que je disais en introduction, secteur par secteur, bout de la chaîne de valeur par bout de la chaîne de valeur, et aussi en tenant compte de, organisationnellement, socialement, ce qu'on accepte ou pas. Donc, en résumé, la question du risque acceptable, c'est pas juste avec, par exemple, l'assurabilité, la limite d'assurabilité, c'est avec un jeu complet de posture à considérer. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, de fait, c'est très intéressant ton inventaire, en quelque sorte, parce que c'est à la fois très pragmatique, et puis en même temps, on voit effectivement tout ce que ça suppose en termes de mise en cohérence aussi d'une culture d'organisation qui intègre cette question des risques, pas seulement dans une direction des risques, mais de manière beaucoup plus globale et doit être portée aussi de manière vraiment stratégique. Donc merci beaucoup pour ça. On va accueillir maintenant Céline Kaufmann, bienvenue, qui donc est directrice des programmes à l'IDRI, comme je le disais tout à l'heure, et qui va donc maintenant proposer un éclairage sur la question de la gestion des enjeux environnementaux, sachant qu'on a vu ce matin qu'à la fois ces enjeux environnementaux étaient de plus en plus présents finalement dans le paysage des risques, pour reprendre ce que vient de dire Cécile, et qu'en même temps, on avait alors une prise en charge parfois locale ou nationale de ces enjeux qui pouvaient être assez variables au niveau mondial, mais par ailleurs un besoin d'alignement des acteurs au niveau international, notamment pour la prise en charge globale de ces questions. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement, je crois, de dire de combien sera le réchauffement climatique à l'horizon 2050 ou à l'horizon 2100. C'est des données que vous avez déjà, qu'on a déjà présentées un petit peu, mais c'est plutôt de faire un point sur le jeu des acteurs. Voilà. Comment est-ce que ces questions-là sont prises en charge, notamment à un niveau européen et international plus qu'à un niveau local, puisque c'est dans ce domaine-là que travaille essentiellement l'IDRI. Donc comment ces enjeux-là sont pris en compte par les acteurs et qu'est-ce que ça peut nous dire sur demain? Quels sont les besoins que ça peut faire émerger également pour demain? Céline, merci beaucoup d'être là. Et n'hésitez pas, si vous voulez redire un mot sur l'IDRI aussi, un peu plus développé que ce que je viens de faire. D'accord, merci beaucoup François. C'est un plaisir d'être là. Effectivement, l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, travaille sur les questions de développement durable, donc l'intersection entre l'économie, le social et l'environnemental. Nous ne faisons pas de prospective, nous faisons plutôt de l'analyse et de la surveillance des négociations internationales pour pouvoir essayer de nourrir les positions de différents pays, et notamment de la France et des pays européens. Donc c'est vraiment dans cette perspective que je vais intervenir. Et pour reprendre en fait le rapport Vigie qui nous a été présenté ce matin, ainsi que l'enquête, ce qu'on voit bien, c'est une collision des tendances lourdes, à la fois démographiques, des tendances géopolitiques, notamment avec un rééquilibrage du monde, une baisse
du poids économique et de l'influence des pays du G7 par rapport à des pays émergents, notamment les BRICS, une diffusion de l'accélération, une diffusion de l'innovation et de la technologie. Et face à ça, ce que l'on voit, c'est une accélération de l'utilisation des ressources planétaires et de la détérioration de notre habitabilité. Et juste pour mettre le contexte sur ça, pour pouvoir après passer sur le jeu des acteurs, en 2025, on a dépassé 7 des 9 limites planétaires qui ont été définies par Johan Rockström. Et les efforts, et ça a été dit aussi ce matin, les efforts pour réduire les émissions ne sont pas assez rapides. Donc ce que l'on voit en conséquence, c'est une augmentation des catastrophes naturelles et de leurs coûts, notamment le rapport d'évaluation mondiale 2025 sur la réduction des risques de catastrophes des Nations Unies estimait que les coûts directs des catastrophes ont augmenté pour atteindre 200 milliards de dollars par an. Et ça, ce ne sont que les coûts directs. Les coûts réels, qui incluent les impacts en cascade et les impacts sur les écosystèmes, atteindraient plutôt 2,5 trilliards de dollars. Et on estime que, effectivement, d'ici 2030, il pourrait y avoir des coûts de l'ordre de 40 trillions de dollars issus de ces catastrophes naturelles. Donc, face à cette réalité, qu'est-ce que l'on voit se profiler en termes à la fois de jeu d'acteurs, de gouvernance mondiale, et ce qui nous intéresse, nous, c'est de leadership des pays pour voir qui pourrait porter demain ces enjeux, et en termes d'organisation internationale. Alors, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est vraiment les suites des élections de 2024. Si vous vous souvenez, 2024, 50% de la population mondiale est allée aux urnes pour voter et a amené, en termes de leadership dans un vaste panel de pays, des gouvernements qui étaient qui avaient beaucoup moins des dirigeants plus faibles, avec beaucoup moins de majorité derrière eux, qui ont à composer avec des coalitions parlementaires, et aussi des gouvernements qui étaient moins enclins à soutenir les questions environnementales et plus axés sur les questions de compétitivité économique et de sécurité. Ça, évidemment, n'est pas de matière à soutenir, et notamment le fait qu'il n'y ait pas de coalition forte derrière eux, des décisions de long terme, et je pense explique beaucoup de ce que l'on peut voir aujourd'hui en termes de backlash à la fois contre l'environnement, mais aussi sur les positions, sur les décisions qui peuvent être prises par ces gouvernements. Évidemment, les décisions de les résultats de ces élections font écho à des préoccupations réelles des populations et des pays, notamment face à des déséquilibres macroéconomiques qui grandissent, face à la peur de la désindustrialisation, face aux impacts que cela peut avoir sur l'emploi, face aux impacts sociaux des transitions en cours. On voit aussi beaucoup de réflexes nationalistes et sécuritaires face à la dépendance excessive des chaînes d'approvisionnement critiques, face à la concentration de ces chaînes, des moyens de production dans un petit nombre de pays, et notamment la Chine. On voit aussi une forte réaction des perdants, notamment des lobbies, et ça se voit dans le secteur des énergies fossiles. Donc c'est pas pour dire que les élections représentaient rien, elles représentaient des préoccupations réelles des populations et des mouvements en cours. Ces enjeux sont illustrés de façon extrême aux États-Unis, en un sens, et notamment, on le voit de leur retrait tonitruant du multilatéralisme qu'ils ont contribué à fonder. Juste pour résumer ce qui s'est passé en 2025 sur ça, en janvier, vous avez un décret présidentiel qui appelle à un examen des engagements des États-Unis dans ces organisations internationales, les traités et les conventions, pour déterminer lesquels sont en phase ou sont contraires aux intérêts américains. Vous avez ensuite, en avril 2025, pendant les réunions de la Banque mondiale et du FMI à Washington, une prise de parole du secrétaire au Trésor qui
explicite en un sens la nouvelle doctrine des États-Unis sur leur engagement international. Les États-Unis disent on reste à la Banque mondiale, on reste au FMI, à condition que les mandats du FMI soient épurés des questions climatiques de genre et sociales, et que la Banque mondiale revienne à une neutralité technologique, c'est-à-dire cesse ses investissements, reprenne ses investissements dans les énergies fossiles et le nucléaire. Finalement, en janvier 2026, un nouveau décret présidentiel annonce le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. Il n'y a pas du tout de surprise sur les organisations que les États-Unis quittent. Elles font vraiment partie de la rhétorique du président Trump depuis son élection, celles qui servent la question du changement climatique, du genre et du développement, notamment santé et éducation, promeuvent au sens des États-Unis des valeurs et intérêts contraires à ceux des États-Unis. Donc, on note la sortie de la CNUC, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, du GIEC, donc le groupe d'experts sur le changement climatique, de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et de l'Union de conservation de la nature. Et même les organisations internationales dans lesquelles les États-Unis restent, ils s'opposent au langage lié au climat, au genre, à la diversité. On en a plein d'exemples récents, à l'Agence internationale de l'énergie, où le ministre de l'énergie américain a menacé de quitter l'agence s'ils continuaient leur scénario sur le climat. On a bien vu l'opposition au mécanisme de fiscalité carbone à l'Organisation maritime internationale des États-Unis et les appels au recentrage sur l'économie qui visent récemment l'OCDE, la ministérielle, était la semaine dernière. 2 points importants, même si ces réactions nous semblent extrêmes aujourd'hui, les États-Unis d'avant Trump avaient déjà des récriminations, étaient déjà critiques de ce qu'ils voyaient comme une dérive bureaucratique du système international, et ils étaient déjà parcimonieux de leur engagement, notamment ils ne faisaient pas partie de la Convention sur le droit de la mer ni de la Convention sur la diversité biologique. Deuxième point important, on voit vraiment aux États-Unis se jouer le jeu des lobbies, et notamment des lobbies des énergies fossiles, même si même aux États-Unis, les énergies renouvelables gagnent du terrain et qu'il y a une dynamique business assez claire et qui est aussi visible dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie. Cela se voit aussi dans les prises de position du président Trump récemment, et qui là pour le coup sont vraiment orthogonales au passé, où les États-Unis font coalition avec les like-minded countries menées par l'Arabie saoudite, la Russie et l'Iran contre le traité plastique, vous savez, un dérivé des énergies fossiles. En même temps, que se passe-t-il en Europe ? Le reste du monde a vraiment le sentiment, et il y a eu une allusion ce matin aussi, vraiment le sentiment que l'Union européenne hésite sur sa direction de long terme, et notamment sur son ambition de décarbonation à l'horizon 2050, et sur sa vision qui avait été fortement incarnée par le Pacte vert en 2019. Et cela affaiblit sa position à l'international de leadership sur le sujet. Alors, ça se concrétise par des efforts de simplification. Ces efforts de simplification, et notamment la loi Omnibus de janvier 2025, reviennent sur la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité pour les entreprises, sur la directive de devoir de vigilance en matière de durabilité, sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières et octroie des exemptions aux entreprises, ce qui réduit à peau de chagrin la base réglementaire et en fait donne l'impression qu'il y a une dérégulation au niveau européen. Ça se concrétise aussi par des atermoiements sur l'adoption de la contribution déterminée au niveau national sur le climat, qui est une obligation de l'accord de Paris, sur l'objectif 2040 avec des discussions sur le découplage, qui donne vraiment l'impression que l'Europe revient sur sa direction de long terme, et ce qui est assez problématique pour son effet d'entraînement sur les autres pays. Cette année, a priori, il devrait aussi y avoir la réouverture de 2 autres directives, sur la directive eau et la directive phosphate, qui donnent aussi l'impression que l'Europe va vouloir déréguler dans ces domaines-là. Là aussi,
en Europe, on a une conjonction de facteurs, l'importance des lobbies d'un certain nombre de secteurs, notamment la chimie, qui est très active auprès des institutions européennes, des manifestations sectorielles inquiètes, comme l'automobile qui veut repousser les échéances européennes sur notamment la fin des moteurs thermiques. Et évidemment, ça, c'est un enjeu assez caractéristique et assez typique de comment traduire des objectifs de long terme, comme l'accord de Paris a pu en donner sur la neutralité carbone, en des plans sectoriels. Et donc, c'est vraiment un enjeu caractéristique de la mise en œuvre de ces cibles de long terme. Il y a aussi très fort au niveau européen une peur du déclassement et de perte de compétitivité, et ça vis-à-vis notamment de la Chine, qui font voir en fait les législations environnementales comme des poids plutôt que comme des avancées, et une crainte sécuritaire, notamment d'abandon du partenaire traditionnel américain, qui peuvent en échange monnayer leur appui contre notamment la vente de leur gaz naturel, qui va évidemment contre les objectifs climatiques. En même temps, ce que l'on voit avec la guerre en Iran et la crise énergétique, c'est qu'il y a quand même de nouveau remis sur la table l'importance pour l'Europe de diminuer ses vulnérabilités et notamment ses dépendances aux énergies fossiles. Voilà pour les États-Unis et pour l'Europe. Et sur ce fond de vacances des alliés traditionnels des enjeux environnementaux et notamment climatiques, ce que l'on voit, c'est que les BRICS prennent de l'ascendance, mais pas forcément une direction claire sur les enjeux environnementaux. Donc, ça s'est vu dès avril 2025, si vous suivez les réunions des BRICS, avec des ministres de l'Environnement qui adoptent une déclaration en soutien au multilatéralisme et au climat, confirmée quelques mois plus tard par la déclaration des leaders. Et c'était important parce que c'était la première fois que les BRICS se saisissaient de la question du climat et de la finance climat. Et ça a été confirmé par la déclaration de Shanghai, qui va dans la même direction, avec en plus un fort attachement aux institutions des Nations Unies, qui sont vues comme les seules réellement universelles. Et ça, je trouve que c'est important pour la refondation du multilatéralisme dans le long terme. La Chine est vraiment fortement attachée aux instances onusiennes, contrairement aux instances de Bretton Woods, qui sont là vues comme vraiment inféodées aux puissances occidentales et pour lesquelles la Chine a commencé à développer des instances alternatives qui sont basées en Chine. Mais évidemment, les BRICS, ce n'est pas un groupe homogène. Et cette hétérogénéité a été amplifiée par l'extension en 2024, qui a aussi inversé l'équilibre entre les pouvoirs démocratiques et les pouvoirs autoritaires au sein des BRICS. Et on voit aussi que l'impact de la guerre en Iran se fait sentir, mettant vraiment les puissances démocratiques au sein des BRICS en difficulté, et notamment l'Inde, qui, comme vous le savez, préside cette année les BRICS et qui voit son agenda d'organisation des événements liés aux BRICS chamboulé par cette guerre. On voit aussi qu'il n'y a pas d'approche coordonnée des BRICS dans les institutions internationales. Et ça s'est vu notamment lors du sommet de l'avenir des Nations Unies en 2024, où la Russie s'est trouvée isolée sur une résolution qu'elle avait mise sur la table, sur un amendement qu'elle voulait voir, visant à rappeler le principe de non-ingérence et qui n'a pas été retenu. Et notamment, ses alliés BRICS, c'est-à-dire la Chine, les autres pays des BRICS et le Sud global, n'ont pas embrayé le pas à la Russie. Pour ce qui est du climat, parmi les BRICS, il y a deux pays qui prennent le leadership. L'un, c'est le Brésil, sur le fond de leurs présidences successives du G20, des BRICS et de la COP l'année dernière. En même temps, on sait qu'il y a des élections qui arrivent au Brésil et que le fils Bolsonaro a de bonnes chances d'être élu, qui entraîne beaucoup d'incertitudes sur l'agenda futur au sein du Brésil. L'Inde, de son côté, est beaucoup plus discrète en raison... est beaucoup plus discrète dans les négociations internationales et elle est beaucoup moins lisible sur les sujets environnementaux et notamment le climat. Elle est culturellement très proche des enjeux environnementaux
Elle a été porteuse dans son G20 notamment de sujets novateurs tels que la circularité et la durabilité des modes de vie, mais régulièrement dans les négociations internationales sur l'environnement, elle se place dans une position revendicative, parfois très souvent anti-Occident, et qui lui fait opposer les dimensions développement et climatique et favoriser les premiers au détriment du deuxième. Donc qu'est-ce qui reste évidemment comme grand leader et qu'on attendait tous, notamment au moment de la COP, et ça ne s'est pas passé, c'est évidemment la Chine. Et l'intérêt de la Chine pour le cadre climatique, il est clair. Pour elle, c'est un agenda économique. Et je pense que par rapport aux discussions qu'il y a eu ce matin, on voit vraiment une conjonction, une convergence des agendas climatiques et des agendas économiques avec les pays qui adoptent des politiques industrielles qui visent à la décarbonation et qui sont éminemment leurs politiques économiques de ce jour. Donc la Chine a un intérêt clair. Elle a investi massivement dans les technologies vertes, dans les énergies renouvelables, dans les véhicules électriques, dont les prix ont baissé massivement sous l'effet d'économie d'échelle qu'elle propose et la dynamique de marché qu'elle a créée. À tel point qu'aujourd'hui, ce qui lui est reproché, c'est précisément son modèle extraverti, se fondant sur les exportations massives de technologies vertes et sur la concentration des moyens de production et d'extraction et de raffinage des minerais critiques, et qui crée, et c'est aujourd'hui ce qui crée des tensions dans les négociations et les discussions internationales. Et de ce point de vue, vous avez dû voir le 15e plan quinquennal de la Chine qui est sorti en mars pour la période 2026 et 2030. Ce plan quinquennal, on peut vraiment dire qu'il n'a pas rassuré à l'international. Il n'a pas répondu aux attentes des économistes qui étaient anxieux des déséquilibres macroéconomiques parce qu'il ne s'attaque pas de front à ce qu'on reproche à la Chine, c'est-à-dire de ne pas développer sa demande domestique pour ces produits-là et donc de continuer à se baser sur une croissance externe pour tirer le pays. Et il n'a pas non plus rassuré les dirigeants sur l'ambition climatique, parce que même si la Chine continue à adopter des cibles, sa cible d'intensité carbone qui mesure la réduction des émissions par unité de croissance du PIB de 17% d'ici 2030, qui a été mis en avant par le plan quinquennal, ne lui permettrait pas d'atteindre, de respecter son objectif de réduction des émissions de moins 65% par rapport au niveau de 2005 d'ici la fin de la décennie. Donc, pas rassuré non plus sur ce domaine-là. Et sur le plan international, le rôle de la Chine est vraiment ambigu. Il y a des périodes de réchauffement, comme par exemple la réunion organisée par le secrétaire général des Nations Unies avec le président Lula à New York en avril 2025, qui avait été interprété comme un rapprochement entre la Chine et l'Europe sur la question climatique. Juillet, sommet Europe-Chine, les espoirs sont douchés, si on peut le dire. L'ambition climatique Europe-Chine se réduit à des questions procédurales au sein de la CNUC et donc ne sont pas à la hauteur. Et septembre ou octobre, la Chine tient les commémorations de la Seconde Guerre mondiale qui sont interprétées comme une démonstration de force contre l'Ouest. C'est aussi grâce au vote de la Chine et de l'Inde que, en plus des États-Unis et d'autres États, que l'adoption par l'Organisation maritime internationale du cadre net zéro a été ajournée d'un an. Donc là, de nouveau, pas une position claire sur le climat. Et en même temps, la Chine demande aujourd'hui à avoir le secrétariat du traité de la haute mer, donc traité de la haute mer qui est entré en vigueur en janvier et dont la COP doit se tenir à l'automne et dont un des points de discussion est précisément où le secrétariat va se situer, et la Chine est arrivée avec une proposition très alléchante. Donc un positionnement pas forcément très clair qui essaye de concilier une position traditionnelle vis-à-vis des pays du Sud et un leadership accru au niveau mondial. Pour terminer sur ce panorama, ce que l'on voit émerger, notamment dans les discussions climatiques, c'est en fait les voix des plus petites économies
et des communautés qui sont directement affectées par les impacts catastrophiques du changement climatique et de la déforestation. Et c'est le cas notamment des petites îles, dont la diplomatie dans les enceintes climatiques a marqué les esprits par des appels vibrants à l'action, notamment sur le thème qu'il risque de disparaître à un horizon très proche en raison de la montée des eaux, et qui ont en fait été le fer de lance de l'avis de la Cour internationale de justice qui a été pris en 2025 et qui constitue à ce jour l'interprétation la plus autoritaire des obligations climatiques des États. Et donc, ce que l'on sait, c'est que les petits pays sont traditionnellement très, très attachés au multilatéralisme, qui est en fait leur façon de pouvoir faire caisse de résonance sur des voix qui sont autrement mal écoutées. Donc là aussi, ça donne plutôt à penser que le multilatéralisme a de l'avenir. Donc, en conclusion, si l'on voit un backlash quand même assez fort sur les questions environnementales, et notamment au sein des leaderships des pays, alors même que l'on a vu des dynamiques business s'enclencher et qu'il y a quand même des pays qui sont assez fortement positionnés sur le sujet, on ne voit quand même pas une disparition de ces questions environnementales. Elles s'invitent dans les discussions au plus haut niveau, et je vais vous citer 2 exemples qui sont liés notamment au G7 et au G20. Vous savez, cette année, c'est la France en fait qui est la présidente du G7. Et ce que l'on voit depuis quelques années, c'est la prépondérance des discussions, et notamment des ministres des Finances, donc pas de l'environnement, ce qui est aussi symptomatique à la fois d'une collusion des agendas, mais aussi de crainte pour la stabilité économique et financière des pays, des questions de résilience et d'assurabilité dont Cécile a déjà parlé, à la fois pour pallier les risques de non-assurabilité qui touchent déjà un certain nombre de territoires, y compris dans les pays du G7, mais aussi pour anticiper des coûts croissants, des catastrophes naturelles non couvertes sur les budgets publics. Et vous savez aujourd'hui à quel point ces budgets-là sont contraints. Et donc, ça a été le premier titre du communiqué qui est issu du G20 de l'Afrique du Sud. Le Canada a centré son G7 sur la question des feux de forêt. Cette année, le G7 français met l'accent sur la question de ses impacts et de ses conséquences pour la stabilité économique et financière. L'autre question qui prend de l'ampleur politiquement, c'est la question de l'accès aux minerais critiques, notamment dans un contexte de ces transitions à la fois digitales et vertes, et qui essaie de pousser à ce que les pays puissent s'entendre sur aujourd'hui ce qui est le cœur du sujet, c'est-à-dire des partenariats entre les pays producteurs et les pays importateurs, pays producteurs étant en majorité, évidemment pas tous, des pays du Sud. Donc ce que l'on voit, c'est que le dialogue est encore possible, ça c'est assez clair, au sein du G7, au sein du G20, même si les décisions consensuelles deviennent beaucoup plus difficiles à prendre. Et vous aurez vu notamment que la ministérielle sur l'environnement du G7 n'a pas mené à un communiqué, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de consensus entre les 7 pays du G7, donc que 7 pays du G7, mais avec les États-Unis au sein de ces pays du G7, alors même que la ministérielle finance, la ministérielle développement ont mené à des communiqués et donc à un consensus. Et l'enjeu, c'est bien la fragmentation d'une gouvernance internationale qui est vécue comme passéiste, mais avec ce que je vous ai dit, de quand même attachement des petits pays, d'un gros pays comme la Chine, à des institutions qui restent universelles et les plus à même à porter leur voix. Et je m'arrêterai là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci Céline, c'était pas trop long, c'était passionnant, c'était très riche, et donc merci d'avoir fait ce point de panorama vraiment du jeu d'acteurs tel qu'il se joue aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, si jamais on se fixe des objectifs de très long terme, mais qu'on ne travaille pas sur les conditions de sa mise en œuvre, ben ces objectifs de long terme, finalement, s'effritent et finissent par disparaître. Donc j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. On y reviendra sur les questions européennes demain après-midi, puisqu'on a toute une après-midi centrée sur l'Europe à ce moment-là. Donc ces hésitations européennes seront sans doute un peu au centre des discussions qu'on aura demain après-midi. Puis l'autre point très intéressant, je trouve, et qui va faire le lien avec l'intervention de Florence,
c'est cette intrication extrêmement forte entre les enjeux environnementaux, économiques, les enjeux géopolitiques, et donc toute cette question effectivement de la gouvernance mondiale, et aussi avec ce poids des petits pays. Alors ça peut renvoyer aussi au discours du Premier ministre canadien là, qui mentionnait aussi le pouvoir des puissances moyennes, il ne parlait pas des petits, je crois. Enfin, c'était à peu près la même idée. Donc merci beaucoup pour ces éclairages. Et pour finir donc, avec ce troisième éclairage, vous voyez que c'est des éclairages un peu engagés aussi, qu'on a demandé à nos intervenantes. Et donc on va accueillir Florence, donc Florence Gaube, qui est donc directrice de recherche au Collège de défense de l'OTAN, mais qui ne vient pas ici pour nous donner la vision de l'OTAN sur l'avenir. C'est pas l'objectif. Mais Florence donc, a par ailleurs toute une carrière, un historique dans le domaine de la prospective. Tu as travaillé aussi pour un film pendant quelques années, 5 ans, pour un think tank européen, donc le UISS. Et puis, dans le cadre de ce think tank européen, tu produisais notamment pas mal de notes qui étaient des what if, qui étaient particulièrement intéressantes, puis des notes aussi sur l'état de la prospective dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région du monde. Donc nous, on a beaucoup utilisé aussi à Futurible. Et donc aujourd'hui, tu es à l'OTAN depuis 3 ans, je crois, tu m'as dit tout à l'heure. Le collège de défense de l'OTAN, c'est le think tank en fait de l'OTAN, et donc il réfléchit évidemment à ces questions d'évolution du multilatéralisme, au-delà des questions purement militaires. Donc les questions qui nous intéressent, nous, c'est qu'on a bien vu ce matin dans la présentation des messages clés du rapport Vigie, dans les présentations de l'enquête également, et puis dans les différentes interventions qu'on voit ici, qu'on a à la fois de très forts besoins finalement de gouvernance mondiale et en même temps, pour l'instant, un détricotage ou un effritement de ces relations. C'est pas un mystère pour toi. On le voit dans le domaine environnemental, on le voit évidemment dans d'autres domaines, dans le domaine géopolitique, dans le domaine scientifique, ça a été mentionné ce matin aussi par Cédric Denis-Rémy, etc., etc. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce que tu vois effectivement ces transformations donc du système, est-ce qu'il faut encore parler de système de gouvernance internationale, et puis toi, tu prônes aussi, je crois, des transformations qui sont ta vision des choses sur les transformations de ce système international. Et donc, ça nous intéresse de pouvoir écouter ton point de vue et de pouvoir ensuite en discuter avec toi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Merci. Bonjour. Alors, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la prospective concernant les relations internationales est particulièrement compliquée, je dirais presque impossible. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine très humain. Et vous le savez sans doute, quand il n'y a pas beaucoup de données et le décisionnel humain joue un rôle extraordinaire dans un certain domaine, ça va être très compliqué. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de manœuvres. Donc tout ce que vous lisez, tout ce qui est très déterministe par rapport aux relations internationales, en fait, je suis très critique par rapport à ça, parce que je pense que les grandes théories sont des hypothèses, nous servent à encadrer un peu notre pensée, mais elles n'ont pas raison. Donc, si vous avez fait Sciences Po, vous êtes penché un peu sur les grandes théories des relations internationales, que ce soit le néo-réalisme, le libéralisme, le structuralisme, le marxisme. Ce sont des propositions, des idées comment les relations internationales pourraient évoluer, mais ce ne sont pas plus que ça. Donc, il n'y a pas une théorie, il y a toujours des aspects, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, alors cette partie-là, ça pourrait expliquer ça, l'Ukraine, ça prouve que John Mearsham avait raison, etc., ou Kenneth Waltz. Mais après, il n'y a pas une grande théorie qui pourrait nous expliquer pourquoi les relations, ou comment les relations internationales vont évoluer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens de réfléchir, et ça ne veut pas dire non plus que tout est complètement imprévisible. Alors, je vais présenter donc d'abord pourquoi la prospective, dans cette manière-là, est un peu plus compliquée. Quelles sont les 2 tendances que je vois ou aspects structurels qui vont influencer comment on gère ces relations. Donc d'un côté, la structure fondamentale. On vient d'ailleurs écouter Cécile. Donc il y a pas mal d'éléments qui font écho. Et après aussi, quelle est la nature des relations vu la mondialisation. Alors, je commence par le fait que donc, le système international, déjà, d'un point de vue, enfin, vous le savez, en tant que prospectiviste, on adore l'histoire, on adore les données, mais quand il n'y a pas beaucoup d'histoire et encore moins de données, c'est compliqué. Le système international tel qu'on le connaît aujourd'hui est finalement assez jeune. Le système étatique, westphalien, après il y a la décolonisation. Donc en fait, aujourd'hui, on a un système assez jeune et on a une histoire assez courte sur laquelle on pourrait se reposer pour les analyses. En plus, il y a le facteur humain. Vous vous souvenez peut-être au début de la guerre en Ukraine, il y a eu pas mal de discussions, mais c'est complètement irrationnel ce qui fait Poutine, ce qui montre que déjà en relations internationales, il y a une dimension,
on va dire, psychologique qui n'est pas universelle. La rationalité en relations internationales, je dirais qu'elle n'existe pas, ou en tout cas, elle n'existe pas d'une manière universelle. On ne peut pas forcément comprendre ce qu'un État va faire parce que les raisons objectives ne sont peut-être pas forcément compréhensibles. Donc, il y a aussi ce facteur-là, des différences culturelles, mais aussi le fait que les démocraties et les systèmes autoritaires décident différemment. Un système démocratique, c'est pas forcément compréhensible quand on n'est pas dedans. Un système autoritaire, je dirais, c'est presque encore pire parce que le cercle décisionnel est petit, est inaccessible. Donc, même pour nous, les chercheurs, après les faits, on ne peut pas forcément appeler Poutine pour comprendre quelle était la motivation. On peut faire un entretien structuré, vous expliquer vos raisonnements. Donc tout ça, ça explique qu'on se retrouve dans un domaine, d'un point de vue recherche, c'est pas évident. Donc on travaille avec l'empathie, etc. Mais ce n'est pas comparable à, par exemple, la prospective en domaine environnemental, climatique, santé, où vous avez des données, c'est transparent. Donc j'explique tout ça, pas parce que c'est impossible, mais pour élucider un peu le fait que quand quelqu'un vient vous voir et dit « j'ai complètement compris ce qui va arriver, la montée de la Chine, etc. », il se trompe probablement, au moins sur certains aspects. Après, je vous donne aussi des exemples. Donc, vu que ce domaine-là est un peu fluide, on s'est déjà trompé au passé concernant la montée de certaines puissances. Vous connaissez peut-être le livre The Coming War with Japan, la guerre à venir avec le Japon. Ça vous dit quelque chose? Non, parce que évidemment, ça n'a plus lieu. Donc, il est sorti en 90. C'était un grand succès et la guerre n'a pas eu lieu. Pareil, il y a eu pas mal de livres, notamment dans le contexte de BRICS, qui étaient sûrs et certains que l'Inde allait jouer un rôle important à l'échelle internationale. Je ne dis pas ça parce que je pense que ça ne va pas se faire, mais je dis ça pour vous montrer à quel point les grandes hypothèses concernant le comportement étatique, il y a quand même un certain risque de se tromper. Ce qui est normal en prospective, on s'en trompe tout le temps, mais tout ça pour vous dire... C'est un peu compliqué. Je vais peut-être faire une petite parenthèse concernant l'OTAN, parce que je travaille à l'OTAN. Vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'elle n'a pas peur d'aller au boulot tous les matins? Non, parce que je viens de terminer un papier avec un collègue. On a regardé justement l'histoire des crises de l'OTAN. Et on a trouvé que, loin d'être la première crise, c'est une crise exactement comme toutes les autres. Depuis 1948, donc même avant la création de l'OTAN, il y a deux raisons pour lesquelles les alliés se disputent, et se disputent vraiment de manière très très fâcheuse. C'est d'un côté les dépenses militaires et de l'autre l'engagement militaire en dehors du territoire de l'OTAN. Donc je ne dis pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais je vous dis, ce type de crise, en fait, le titre de l'article, c'est « L'OTAN est toujours en crise ». C'est structurel. Si l'OTAN s'en sort, c'est à chaque fois parce qu'elle retrouve les moyens diplomatiques. Donc c'est un défi en permanence. Donc ce qu'on est en train de vivre, c'est une tendance à répétition. Ça ne veut pas forcément dire que l'OTAN sera encore là d'ici 10-15 ans, mais ça veut dire non plus que c'est une crise sans précédent. Je ne sais pas d'ailleurs d'où vient ce narcissisme historique de se dire que vraiment ce qu'on est en train de vivre, c'est toujours la première fois. Très souvent, vous avez un antécédent. Donc, je vous dis pourquoi tout ça c'est compliqué. Vous me dites oui, mais je ne sais toujours pas comment ça va se terminer. Je vais vous donner deux raisons. Enfin, deux facteurs qui jouent dans ma réflexion quand je regarde la gouvernance mondiale à venir. La première, c'est évidemment structurel. Donc, ce qu'on appelle la mondialisation, l'interdépendance qu'on voit au niveau mondial continue à s'approfondir. Pas partout et dans tous les domaines, mais quand même d'une manière très sérieuse en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne information, en ce qui concerne flux migratoires, en ce qui concerne finance. En fait, la mondialisation, même si elle n'avance pas comme avant de la même vitesse, elle continue quand même. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que j'imagine que vous avez entendu parler du fait que, voilà, on est soi-disant dans une autre guerre froide, sauf que pendant la guerre froide, ces échanges-là n'avaient pas eu lieu. Donc, entre l'Union soviétique et l'Occident, il y avait très peu d'échanges commerciaux, très peu d'échanges humains, il n'y avait pas de voyage, pas de tourisme, pas de flux d'informations. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on s'entend peut-être pas très très bien avec la Chine ou avec la Russie, mais il y a quand même des échanges humains, commerciaux, finances, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est trop liés pour pouvoir s'ignorer. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un changement de la notion de puissance.
Donc quand vous regardez, j'imagine, les années 50, on va dire, comment était définie la puissance au niveau géopolitique et donc dans le contexte de gouvernance mondiale. Votre puissance était déterminée par votre taille. La taille de votre pays, la taille de votre population, la taille de votre force armée, la taille de votre économie, hein, tout ce qui était absolu. Donc vous étiez un grand pays, vous étiez plus important, vous étiez le Luxembourg, vous ne l'étiez pas. Par contre, aujourd'hui, comme vous êtes lié en tant que pays avec tous les autres, maintenant, votre puissance est définie par la relation, par le relationnel. Donc, ce n'est pas l'économie qui détermine la puissance, mais le commerce. Est-ce que vous exportez et vous importez? Ce n'est pas forcément la taille de votre institution militaire, mais est-ce que vous faites partie d'une alliance? Est-ce que vous exportez des armes? Est-ce que vous importez des armes? Ce n'est pas que la taille de la population, ou pas que la taille de la population qui compte, mais quelle est cette population? Est-ce que c'est des gens éduqués, des gens qui voyagent, qui sont entrepreneurs? Enfin, quel est le profil de votre population? Et est-ce que vous êtes membre d'organisations internationales? Est-ce que vous avez des liens avec d'autres pays? Donc, en fait, une évolution de puissance vers moi, ce que j'appelle la puissance relationnelle. Vous devenez, en tant qu'État, influenceur. Hein, pas au sens Instagram, mais votre puissance sera déterminée par votre marge de manœuvre, combien vous pouvez influencer d'autres États dans votre sens. Okay? Donc la puissance est définie plus indirectement que la puissance du XXe siècle. Un exemple, les Émirats arabes unis, un tout petit pays qui joue un rôle quand même très intéressant d'un point de vue international. Je dirais même la Finlande, un tout petit pays. C'est pas petit ne veut pas forcément dire influent, mais les pays, les États qui jouent dans ce système, leur lien, leur influence d'une manière intelligente vont avoir un rôle plus important. Donc ça, c'est le facteur structurel. Et je vous donne un troisième élément. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le McKinsey Global Cooperation Barometer qui est sorti en janvier et que j'ai visionné à l'époque à Davos, qui montre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la coopération internationale continue, évidemment pas dans mon domaine, pas dans la géopolitique, pas dans la défense et tout ce qui est militaire, mais en matière de santé, technologie, innovation, bien-être, qu'est-ce que j'ai noté sinon? Climat, c'est un peu, ça stagne un peu, mais généralement, donc je pense que c'est l'effet de cette nature, on va dire, relationnelle du système international qui fait qu'on est tous poussés vers la coopération parce que c'est quand même la meilleure méthode de gérer ce système. Donc je disais, il y a quand même des exceptions, notamment en défense, etc. Mais la coopération continue. Alors attention, il y a une régionalisation de la coopération, justement pour éviter les contentions géopolitiques. On a entendu beaucoup des tensions Chine-États-Unis, mais ça n'empêche pas les États en Afrique, en Amérique latine, en Asie par exemple, de trouver des accords régionaux. Donc, cette coopération, alors le problème que je vois là-dedans, c'est pour nous, d'une manière cognitive, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement parce qu'on aime bien la simplicité. Ça nous plairait de dire, bon, la mondialisation, c'est fini, le monde retombe dans une guerre froide, alors que dans les faits, vous avez un petit peu de guerre froide ici et une intégration, genre les années 2000, d'un autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ou pour les entreprises qui veulent gérer ce contexte? D'abord, il faut avoir une capacité diplomatique. Ce qui est étonnant, vu que je travaille à l'OTAN, et une grande majorité des dépenses actuelles viennent vers nous, vers le monde militaire, malheureusement sont souvent pris sur les budgets diplomatiques, alors que pour manœuvrer ce système-là, il vous faut absolument une capacité diplomatique. Vous le savez sans doute, la plus grande puissance diplomatique d'un point de vue chiffre de délégations, d'ambassades, etc., c'est les États-Unis. Numéro 2, c'est la Chine. Numéro 3, c'est la France. Mais après, tous les autres États européens, pas au même niveau. Et encore la France, numéro 3, il y a pas mal de place entre numéro 2 et 3. Donc il faut absolument investir dans cette capacité diplomatique. Si vous n'êtes pas dans l'étatique, mais une entreprise, il y a aussi les équivalents. Relationnels, toutes les relations sont bonnes, donc présence dans des conférences, dans les forums internationaux, etc., joue un rôle. C'est justement, comme je disais, il faut se repenser influenceur.
Et deuxièmement, évidemment, prospective. La prospective, c'est comme la mode, il y a des hauts et des bas, mais ça vous sert quand vous avez un moment d'incertitude. Donc en tant qu'entreprise, une grande entreprise qui fonctionne à l'international, n'a pas d'autre moyen que de doter d'une capacité, ou au moins une fois par an, réfléchir un peu à ce qui se passe, comment gérer justement les risques, qu'on vient d'entendre de Cécile, et comment influencer d'une manière positive ce qui est en train de se dérouler. Donc pour terminer là-dessus, je pense que je suis pas que optimiste que tout ira très bien, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de manœuvres, surtout si on réduit, corrige notre vision de l'utopie internationale, qui est quand même les Nations Unies, on est d'accord, mais pour le moment, les Nations Unies ne sont pas le modèle adapté aux circonstances internationales. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de gérer les conflits, de trouver des accords justement concernant le climat, problèmes de santé à venir, etc., etc. Mais je reste assez optimiste et je vous invite à discuter avec moi. Merci. Merci beaucoup. Céline et Cécile, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre aussi. Voilà, pour un petit temps d'échange croisé. Donc merci beaucoup Florence pour cette exposé. Même si tu voulais pas faire preuve de trop d'optimisme, ça donne quand même plutôt le sourire qu'autre chose, donc c'est bien. Et c'est très bien parce que justement nous voulons à Futurible mettre l'accent sur ces aspects positifs. On nous dit souvent qu'on travaille sur des tendances qui sont des tendances lourdes, parfois un peu écrasantes, alors qu'en même temps le message qu'on veut faire passer, c'est quand même que tout n'est pas joué, sinon ça servirait à rien, on fermerait boutique. Donc l'idée, c'est quand même de mettre aussi l'accent sur ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir. J'aime bien le terme de manœuvre que tu as employé. Voilà, comment est-ce qu'on peut manœuvrer aussi pour faire en sorte que nos organisations, à différentes échelles, vos entreprises, vos institutions, et puis de manière plus collective, nos États, nos organisations internationales, etc., puissent aller dans des sens qui nous apparaissent plutôt préférables par rapport aux autres. Voilà, alors peut-être qu'on va se donner un petit temps, donc quelle heure est-il ? On a une vingtaine de minutes donc, pour discuter ensemble. Ce que je proposerais volontiers, c'est d'abord de redonner la parole à Cécile, puis à Céline, et puis enfin à Florence, pour peut-être vous permettre de réagir sur un aspect qui vous est apparu particulièrement intéressant ou avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, sur ce qui a pu être dit. Et puis, on a aussi quelques questions qui ont été posées sur le WooClap. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont des questions très précises, assez techniques. Je ne pense pas qu'on va rentrer là-dedans dans le détail, mais on reprendra quand même un ou deux éléments de vos questionnements après, si vous voulez bien. Cécile ? Oui, merci, c'était passionnant. J'ai adoré vous écouter toutes les deux. J'ai pris plein de notes, mais non, le point sur lequel je voulais revenir, comme moi j'ai pris plutôt le point de vue de l'entreprise, j'ai beaucoup aimé que tu commences par les élections et que tu expliques finalement l'année d'élection et comment 2024 avait été une année un peu pivot. Et il y a quand même aussi des liens entre entreprise et élections. Donc je voulais citer l'étude de Yann Algan sur la question de la confiance et de ce que ça peut donner. Donc vous savez que généralement en France, on explique les résultats sur où est-ce que vous habitez, quel est votre revenu, votre statut social, etc. Mais lui, il a travaillé sur la confiance dans les entreprises. Il a fait une cartographie. On va dire que le profil LFI, c'est d'avoir confiance dans ses pairs, mais pas confiance dans la direction d'entreprise. Le profil Rassemblement national, c'est d'avoir confiance en personne, ni ses pairs, ni la direction d'entreprise. Et qu'après, il y a des schémas de confiance, justement, ouverts, pour revenir à ce que tu disais, de coopération, etc., qu'on peut trouver dans un bloc plus central. Je caricature un peu, évidemment, il faut mieux aller lire toute l'étude de Yann Algan, mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a aussi un levier par l'entreprise pour faire bouger des pivots plus électoraux et donc derrière relations internationales. Et un deuxième rebond que je voulais faire aussi là-dessus, c'est que dans les entreprises, il n'y a pas que, par exemple, la direction en charge de l'adaptation au changement climatique, même s'ils ont un rôle vraiment fondamental. Il y a aussi beaucoup d'entreprises où il y a des mouvements au sein des employés qui ne passent pas par l'organisation, mais qui, entre eux, s'organisent pour dire comment on améliore des choses aussi du quotidien. Ça a été au début du tri des poubelles, mettre des plantes pour avoir de la fertilisation, des trucs sur les abeilles, enfin voilà, plein d'autres trucs comme ça. Alors ça peut paraître anecdotique, mais je ne le pense pas. Parce que je pense que ça crée aussi des coalitions d'acteurs, ça crée des liens aussi entre l'entreprise et ce que je racontais, le territorial. L'entreprise, elle n'est jamais dans le vide. Elle est sur un territoire avec un jeu d'acteurs. Voilà, donc en fait, j'ai essayé de revenir par le micro et le bas pour expliquer qu'en fait, même par là, peut-être il y a des leviers. Voilà. Et après, évidemment, je suis très d'accord aussi sur le rôle politique de l'entreprise, mais ça, vous l'avez déjà évoqué.
C'est intéressant sur le côté écosystème. Effectivement, vous avez toutes les trois mis l'accent en fait, sur deux choses intéressantes de ce point de vue-là. C'est effectivement le rôle des écosystèmes d'acteurs, c'est-à-dire comment des alliances finalement, pas forcément très structurées, jouent un rôle capital. Et puis ce que tu disais aussi Florence, et ce que tu viens de redire aussi Cécile, ça renvoie aussi à... Il y a un sociologue qui a parlé de la force des liens faibles, je ne sais plus qui c'est, mais tu sais peut-être qui c'est toi Cécile. Bon, mais voilà, qui mentionnait donc pas du tout dans le domaine international, mais qui mentionnait que effectivement le fait d'avoir des réseaux relationnels assez développés, etc., même si ce n'est pas des réseaux très structurés et très intenses, était capital pour pouvoir justement permettre aussi de développer des projets collectifs, de créer finalement voilà, des trajectoires un peu harmonieuses. Voilà. Juste là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, vous pensez que ceux qui vont vous aider, même autour de vous, c'est le premier maillon, ceux que vous connaissez, j'allais dire sur LinkedIn, ceux pour qui vous êtes connectés en 1. Et en fait, ce qui montre, c'est que c'est par le 1, vous êtes connectés au 2. Et c'est plutôt à cette échelle 2 que vous allez construire des innovations, des changements sociétaux, la transformation. Donc les amis de vos amis sont vos amis. Merci. Céline, peut-être pour une réaction sur un ou deux aspects. Alors, Cécile a parlé beaucoup des risques, Florence des gouvernances mondiales, au cœur ces questions environnementales que vous suivez bien à l'IDRI. Oui, merci beaucoup. Peut-être trois réactions très rapides sur le point que Cécile, tu viens de faire. Ce qui est très frappant quand on travaille sur les questions environnementales et climatiques, c'est que les enquêtes d'opinion publique mènent systématiquement le climat comme étant une des inquiétudes et considérations assez haut élevées dans les populations, et notamment européennes, françaises, mais aussi dans les autres pays. Bon, récemment, le pouvoir d'achat est devenu largement la première préoccupation, mais le climat reste assez haut. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de bien comprendre comment, effectivement, on peut faire effet de levier sur cette préoccupation qui existe dans les opinions publiques pour pouvoir parfois faire pression sur les gouvernants et parfois sur les entreprises en faveur de l'action. Peut-être le deuxième point que je voulais souligner qui m'a vraiment frappé, c'est ce que tu pouvais dire sur l'importance de continuer à investir sur la diplomatie. Je trouve que ce qui est très frappant, effectivement, notamment les pratiques, l'attitude des États-Unis, c'est aussi ce retrait de toutes ces instances de soft power qu'ils pouvaient avoir. Donc, ce que je n'ai pas évoqué, mais dans cette année 2025, où ils ont démantelé en fait leur soutien infrastructure d'intervention internationale, ils ont aussi aboli USAID, qui est donc leur agence de financement du développement, et c'était quand même 40% de l'aide humanitaire dans le monde. Avec un rapatriement des capacités au sein du State Department, ce qui veut dire qu'ils sont passés effectivement d'une politique de soft power et de diplomatie par le développement à vraiment une politique qui est plutôt de la diplomatie pure et dure, mais au sens des affaires étrangères. Donc ça, je trouve que c'est assez frappant dans les pratiques des États-Unis. Et le dernier point sur lequel je voulais réagir, c'est la question de la régionalisation, parce que je pense que c'est effectivement une question très importante dont les pays se saisissent beaucoup, non seulement parce que ça permet de retrouver du consensus, et donc des pays qui peuvent avoir des valeurs et des structures économiques similaires avec lesquelles on peut de nouveau discuter et changer les pratiques, etc., qui est quand même la base d'un certain multilatéralisme, mais aussi parce que là où le multilatéralisme bloque aujourd'hui, c'est qu'on a quand même eu je vais dire prolifération, mais c'est plutôt une multiplication des instances internationales, et les capacités des États ne suivent pas derrière. En fait, envoyer des représentants dans les centaines d'organisations internationales et forats internationaux et initiatives internationales qui existent, ce n'est plus possible au niveau, et notamment pour les petits pays. Et donc ça pousse à essayer de faire plus de coalitions avec ses voisins, avec les pays avec lesquels on partage des valeurs et de l'expérience commune pour avoir des représentations communes. Et là, je pense que pour moi, c'est probablement la force la plus importante pour changer le multilatéralisme de demain et pour remettre sur la table une notion qui est indiscutable aujourd'hui, qui est la représentation pays. Et c'est d'autant plus frappant que la Chine soit attachée à l'ONU
et aux instances des Nations Unies qu'avec ses 1 milliard, je ne sais plus combien de millions d'habitants, elle n'est pas servie par un multilatéralisme dans lequel le decision-making est basé sur un pays, une voix. Et donc, je pense que là, derrière, il y a un levier très fort d'action pour le futur. Merci beaucoup, Céline. Ça rejoint très directement une des questions qui avait été posée aussi sur l'interface, là, qui était de dire effectivement quels nouveaux instruments finalement de coopération ou de diplomatie, parce que vous avez mis l'accent, en tout cas toi et Florence, sur cette importance de la coopération internationale et des modifications finalement des outils diplomatiques, et comment est-ce qu'effectivement ceux-ci peuvent évoluer. Donc tu dis effectivement la représentation pays, c'est plus forcément adapté. Qu'est-ce qui pourrait être adapté? Peut-être, je ne sais pas, Florence, si tu veux réagir là-dessus. Alors déjà, je pense que moi, j'aime pas cette expression de bloc ou de pôle, la multipolarité. Moi, je crois que quand on reste dans cette logique de réseau, on crée des nœuds, en fait. Et on est déterminé, donc l'influence est déterminée par le nombre de connexions qu'on a avec les autres. Et donc le mécanisme, justement, peut-être que régionalisation, c'est la réponse, parce que c'est plus important. Et justement, en fait, moi, j'aime bien le fait qu'on se rappelle qu'on habite dans une certaine région au monde et pas partout en même temps. Et je crois que l'Union européenne est un très bon exemple. Je suis d'accord, on peut la critiquer sur 30 000 choses, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, en fait, ce qu'on pratique depuis qu'elle existe, c'est exactement ce modèle-là qui, pour moi, sera le modèle de l'avenir. C'est-à-dire négociation interminable sur plein de trucs, se mettre d'accord sur plein de trucs. Tout ce qui vous frustre par rapport à l'UE, c'est justement parce que ça prend du temps de se mettre d'accord à 27, trouver un compromis qui, après, bon, il y aura jamais, tout le monde sera jamais content. Mais je crois que c'est une capacité diplomatique que les Européens se sont donnée, qui les aidera justement à gérer ce système à venir, et que les États qui apprendront un peu la même chose seront plus capables de gérer le système tel qu'il est. Mais je pense aussi qu'il faut peut-être revoir cette ambition internationale, et que européen, c'est déjà très bien, ou que ce qu'on a vu l'Union européenne, je sais pas, avec d'autres régions du monde, c'est peut-être la solution plus efficace pour maintenant. Merci beaucoup. Alors dans les questions, encore une fois, pardon, on ne les prendra pas toutes, mais il y en a une qui me paraît intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Hein, pardon. Mais il y en a une qu'on pourrait prendre sur les lanceurs d'alerte. Hein, quelqu'un qui dit, bon, on voit de plus en plus de lanceurs d'alerte dans différents domaines, dans le domaine environnemental, dans le domaine sanitaire notamment beaucoup. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte donc, cette question des lanceurs d'alerte aujourd'hui, donc à la fois dans l'appréhension du paysage des risques? Alors, tu as parlé pas mal de l'angle entreprise. Cécile, peut-être que tu peux réagir là-dessus. Et puis, à un niveau plus global, hein, voilà, comment est-ce que ça peut être pris en compte? Est-ce qu'on peut écouter tout le monde? Comment faire? Et quel poids ça peut prendre demain? Alors, dans les entreprises, on a eu beaucoup de cas de lanceurs d'alerte, mais qui étaient vus comme une figure isolée, indépendante, et beaucoup d'études d'ailleurs qui disaient que ça ruinait leur santé, leur état mental, voilà. Non, mais c'est vrai, hein, c'est très dur d'être lanceur d'alerte. Et du coup, moi, je vois plutôt un pivot sur plutôt des collectifs d'alerte, plutôt qu'un seul. Et je voudrais renvoyer à tout ce qu'on appelle le stewardship sur les actionnaires. Il va y avoir une nouvelle directive sur le rôle des actionnaires. Et aujourd'hui, il y a même des cabinets entre guillemets, de conseil qui disent on peut mettre ensemble des actionnaires qui ont les mêmes envies d'influencer l'entreprise dans un sens ou dans un autre. Il faut dire qu'au tout début de l'entreprise, les gens qui investissaient dans l'entreprise connaissaient très bien l'entreprise. Aujourd'hui, avec la financiarisation, il y a comme un gap. On peut, comme investisseur, avoir vraiment une envie de net zéro, mais on est tellement loin de l'entreprise que comment le communiquer? Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Deuxième chose, l'éthique de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent c'est quoi ma corporate ethics, c'est quoi mes valeurs, et aussi parce qu'elles ont du mal à recruter si elles ne sont pas alignées sur certaines valeurs. Donc avoir un vrai travail sur l'éthique d'entreprise qui n'est pas la conformité. Et je vois des entreprises qui avant avaient dans la même direction conformité, régulation, éthique, qui aujourd'hui disent ok, il y a la régulation, mais il y a aussi cette valeur-là. Merci. Florence, tu veux réagir? Je suis 100% d'accord. Moi, j'appelle ça la logique du troupeau, en fait. Quand j'ai commencé dans ce métier, pareil, je pensais, je suis la personne qui lance une alerte et tout le monde doit m'écouter. Et vous allez découvrir très vite que personne ne va vous écouter. En fait, il faut trouver des alliés. Et c'est comme ça qu'on change le système. Et donc, il faut créer le troupeau. Et plus vous êtes... donc déjà, s'il disait que mentalement, c'est compliqué d'être le seul. Mais surtout, vous n'allez pas influencer autant.
Donc, trouver les autres, que ce soit collectivités ou personnes, qui partagent cette sensation ou cette analyse, et après changer le système. Je crois que c'est absolument la manière de gérer ce problème. Et alors Céline, peut-être si je complète cette question-là, parce que tu as terminé ta présentation aussi en parlant des petits États, des États insulaires, aussi finalement de la capacité des petits, des sans-grades, de la société aussi de manière un peu plus globale, à être en capacité de se mobiliser peut-être pour reprendre un petit peu de poids par rapport aux grands intérêts structurés, que ce soit ceux des États, des entreprises, et de pouvoir, grâce à eux, faire avancer un petit peu finalement l'agenda environnemental. Alors, est-ce que ça, c'est une voie qui est aujourd'hui crédible? Est-ce qu'effectivement, la prise en compte des enjeux environnementaux pourra peut-être se mettre en place avec donc, la mobilisation de petits acteurs pour aller vite? Et dans ce cadre-là, et ça rejoint la dernière question aussi qu'on a reçue, quelle place finalement pour le droit? Est-ce qu'on va être finalement que dans du rapport de force pour faire avancer ces enjeux environnementaux, ou bien est-ce qu'il y a encore une place pour un droit international? Alors, sachant que le droit, c'est toujours un peu l'expression d'un rapport de force à un moment donné, me semble-t-il, mais bon. Ça sera la dernière intervention. Oui, je pense que ce qu'on a vu, et notamment dans les discussions climatiques, mais aussi dans les discussions sur la biodiversité, c'est que ce sont des discussions qui ont réussi à catalyser et à capitaliser sur les voix des acteurs qui étaient affectés, en un sens, jusqu'à un certain niveau. Changement climatique, j'ai mentionné les SEEDS, les petites îles qui ont effectivement eu un rôle assez prépondérant, mais ils l'ont pris. C'est pas simplement parce qu'on leur a donné. Ils sont allés chercher ce rôle-là, mais pour eux, c'est quand même existentiel de pouvoir discuter du changement climatique. Sur la biodiversité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans une autre organisation internationale qui est la Convention sur la biodiversité, récemment, il y a eu l'établissement d'un comité dédié aux communautés indigènes et locales, qui est la première fois dans l'histoire des organisations internationales qu'il y a un comité qui donne la voix à ces communautés-là, parce qu'il y a une reconnaissance que la déforestation, que la nature est un capital, en fait, qui est utilisé de manière territorialisée par certaines communautés, et que donc la gestion de ce capital doit donner la voix à ceux qui le vivent au jour le jour. J'hésite parce que à quel point ça va vraiment influencer les discussions, c'est vraiment une autre question. Mais en tout cas, il y a une gouvernance internationale qui, effectivement, sur un certain nombre de questions, essaye de trouver de nouveaux outils pour permettre de donner la voix à ces acteurs-là. Je pense que, in fine, il y a quand même des acteurs qui restent prépondérants, et on le voit justement dans ces discussions sur les politiques industrielles, sur la course aux minerais critiques, etc., qui restent de nouveau les chaînes de valeur qui sont essentielles pour faire bouger les transitions numériques et vertes. Mais quand même, on voit ce mouvement d'institutionnalisation qui, dans certaines organisations internationales, qui est intéressant à regarder dans le futur. Et trop jeune pour pouvoir en voir les effets encore. Merci beaucoup. Il y a une question un peu piège. Je sais qu'on adore les classements. Toujours, Cédric Denis-Rémy a parlé du classement de Shanghai ce matin et tout. Alors là, il y a une question. On va peut-être terminer là-dessus, mais super rapide. Pour ceux qui veulent répondre, vous avez le droit de ne pas répondre. À quel top 3 de pays attribuez-vous le meilleur positionnement sur le futur ? Florence, tu veux répondre ? Alors, je n'ai pas une réponse définitive, mais justement, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. J'ai essayé de comparer justement des pays concernant le futur, leurs dispositions. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre le pouvoir, mais je pense qu'une disposition culturelle pour le long-termisme et comment dire, la tolérance de l'incertitude, ce qui sont deux critères culturels, c'est la Chine. Mais en même temps, il y a le désavantage autoritaire. Je crois que la Chine, c'est très intéressant. Moi, personnellement, j'avoue que je trouve aussi l'Arabie Saoudite très intéressante.
Vous allez tous dire oui, mais où sont les pays démocratiques? Numéro 3, évidemment, c'est la Finlande. Pourquoi? Parce que la Finlande a un écosystème de prospective très, très, très intéressant, très militarisé dans le sens très prêt à une guerre, mais en même temps une vision très positive, ce qu'elle veut atteindre pour elle-même, pour son avenir. Donc ça, c'est les pays à regarder. Attention, évidemment, j'ai une préférence pour la Finlande, mais les 3, d'un point de vue de recherche, sont très intéressants. C'est pas l'ordre dans lequel tu as commencé. Pas du... Exact. Cécile, peut-être? Moi, je dirais Singapour, parce qu'ils commencent par faire de la prospective pour faire leur budget, et il y a peu d'États qui le font vraiment dans cet ordre-là. Je dirais que, même si c'est pas un pays, autant peut-être qu'on l'entendrait, le Pays de Galles, parce que tout ce qu'ils font sur les politiques sur les générations futures, et je ne l'ai pas mentionné, mais au-delà du Royaume-Uni, ils font aussi des coalitions à l'ONU sur ces sujets-là. Et enfin, troisième chose, j'aimerais croire que c'est peut-être pas qu'un pays, mais moi je crois encore en l'Union européenne, donc voilà. Céline, je ne sais pas, tu es moins ancrée sur la prospective que les deux intervenants. Mais justement, moi, ma question, ça serait, est-ce que le top 3 doit être les pays qui ont une position sur le futur ou les pays dans lesquels on veut vivre dans le futur? Je pense que c'est... Bonne question. Non, mais parce que si vous regardez en termes de planification, etc., c'est clair que la Chine, même la Russie, dans sa gestion des minerais critiques, etc., se place hyper, hyper élevé. Après, si vous regardez les pays qui ont des préoccupations sur là où il va faire bon de vivre demain, dans les pays de l'OCDE, par exemple, le Better Life Index, qui regarde au-delà du PIB, là, les pays nordiques et le Canada sont très, très bien placés. Donc la question, pour moi, elle est vraiment où on veut vivre demain. Merci beaucoup à vous trois. C'était passionnant d'avoir vos trois éclairages.